On ne va pas perdre de temps, on va commencer tout de suite avec Alessandra Burra-Rivière qui a posé son joint, qui va nous parler de cannabis. Merci beaucoup. Donc effectivement, j'arrive chargée. Merci à Ruben et au Conseil scientifique, bien sûr, du Congrès pour m'avoir renouvelé la confiance et m'avoir invité à nouveau pour cette session. Donc on va regarder un petit peu rapidement, parce que j'ai compris qu'il y a un temps très bien déterminé, les complications vasculaires liées au cannabis. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, pour l'instant je ne dis pas encore, mais bon. Alors, pour voir un peu quelle est l'amplitude du problème, la France est le pays européen où on consomme le plus de cannabis, tout confondu. Et en fait, en Europe, il y a un gradient nord-sud. Je ne sais pas si ça, c'est de l'Europe très sud, mais voilà, un gradient nord-sud dans lequel les pays au sud de l'Europe, et notamment la France, consomment beaucoup plus que les pays du nord de l'Europe. Et les pays notamment où c'est dépénalisé, où le cannabis est dépénalisé. En France, on a 45% des adultes de 18 à 64 ans qui ont au moins essayé une fois, 11% qui sont consommateurs. Pour ce qui concerne les jeunes, à 17 ans, il y en a 39% qui ont essayé au moins une fois un joint de cannabis. Et 7% qui sont des fumeurs réguliers. Si on parle de dépendance, il y en a beaucoup moins, parce qu'il y en a 7% à l'âge de 17 ans, mais quand même ça fait beaucoup, 39% de jeunes qui à 17 ans ont déjà essayé. Alors ça c'est, je ne sais pas si j'ai un pointeur quelque part, oui mais on ne voit pas bien. Donc sur la gauche on voit la colonne du cannabis, la colonne en vert, par rapport aux autres addictions, par rapport aux autres drogues. Donc l'alcool, vous voyez sur la gauche, pour comparaison, 47 millions de personnes qui ont expérimenté, dont 43 millions d'usagers. Pour ce qui concerne le cannabis à gauche, on a 18 millions d'expérimentateurs, 5 millions d'usagers dans l'année et 1,5 million d'usagers réguliers. La consommation de cannabis est stable. Et la consommation de cannabis, vous voyez en haut la courbe qui correspond à la consommation de tabac, est en train de diminuer pour les 17 ans, pour les jeunes, tandis que la consommation de cannabis n'a pas tendance à diminuer, reste plutôt stable. Alors, le cannabis, comme vous le savez, la problématique pour identifier qui fait quoi, quand on consomme le cannabis et on veut voir les résultats et les effets du cannabis sur les pathologies vasculaires notamment, c'est que dans la plupart des cas, on le fume avec du tabac. Et donc, vous avez à la fois les effets du tabac et les effets du cannabis qui sont mélangés. Donc je sais tout, il y a plein de façons de assumer du cannabis. Vous voyez, vous pouvez le fumer, vous pouvez utiliser une pipe à eau, un bang que vous voyez là. Il y a des volcanos, je ne vous ai pas mis toutes les façons de pouvoir inhaler du cannabis. Et on peut aussi l'ingérer, ce qu'on appelle des space cakes. Il y en a pour tout le monde, si quelqu'un est intéressé, vous me dites, j'ai ce qu'il fait pour vous. Alors, parmi les substances qui sont contenus dans le cannabis, il y en a deux, donc il y en a environ 500. Il y en a deux, le tétrahydrocannabinol et le cannabidiol, qui sont les plus importantes et les plus connues pour leurs effets. Le THC, c'est aussi la substance qui a l'effet psychotrope, en fait. Mais le THC a aussi des effets vasculaires que je vais vous montrer. Le cannabidiol, je ne fais pas le topo sur ça aujourd'hui, mais on imagine qu'il puisse y avoir même des effets peut-être bénéfiques, point d'interrogation, sur le métabolisme notamment. Et donc, c'est la partie du cannabis qui est utilisée à visée thérapeutique, la molécule qu'on vise pour la thérapeutique. Les effets varient en fonction de la forme utilisée, de la concentration, c'est très important, et du mode de consommation ainsi que de l'état de la personne. Si on le consomme seul ou en groupe, donc du récréatif, ou si on l'ingère. Donc ça, la photo là, c'est le cannabis sativa indica, c'est le cannabis qui sert à faire des joints, ou en tout cas à être consommé comme substance psychotrope. Le cannabis sativa est celui qui sert à faire, c'est le chanvre à tisser. Donc ça n'a rien à voir, c'est deux plantes différentes. Donc en France, vous avez le droit de cultiver un et pas l'autre.
Alors, la problématique du cannabis à l'heure actuelle, c'est que certes, elle est stable en termes de consommation, mais que le cannabis, le THC, est de plus en plus concentré en THC. Donc, le tétrahydrocannabinol est de plus en plus concentré. Donc, quand vous fumez un joint dans les années 60, il y en avait 1% à peu près, et là, il y en a 12% en 2014. Donc, c'est beaucoup plus important. Pourquoi c'est plus important? Parce qu'on a appris à le cultiver, on a appris à sélectionner. Si vous prenez par exemple des pieds femelles, c'est plus fort que les pieds mâles. Si vous cultivez au soleil, c'est plus fort, c'est plus concentré que si vous cultivez au froid. Donc par exemple, le cannabis cultivé au Maroc, si ça vous intéresse, est plus intéressant et plus concentré que le cannabis afghan ou pakistanais. Alors, dans l'organisme, on a des récepteurs pour le cannabinoïde. Il y a des récepteurs de type 1 et de type 2 qui ont des effets cardiovasculaires qui peuvent être responsables des effets cardiovasculaires du cannabis. Alors, je ne fais pas le cours très long. Grosso modo, celui qui a l'effet principal, c'est le récepteur CB1, qui a un effet principalement vasodilatateur, mais je vais vous montrer qu'il n'y a pas que ça, avec une action directe et indirecte, médiée par l'endothélium. Et le récepteur CB2, qui est plutôt modulateur de l'inflammation. Et c'est pour ça, à cause de ces deux récepteurs aussi, que vous voyez, il y a un peu d'ambiguïté avec un effet controversé. Est-ce que c'est un effet que nocif, ou est-ce qu'on peut peut-être identifier un effet plutôt positif pour certaines pathologies, notamment pour le syndrome métabolique, qui pourrait être amélioré par l'utilisation, en tout cas l'activation de ces récepteurs. Donc, grosso modo, les effets qu'on a sont multiples sur le système cardiovasculaire. 1, une activation sympathique. 2, une augmentation des niveaux de carboxyhémoglobine, donc moins d'oxygénation. Et 3, in vitro, on a une expression de molécules GP2B3A, P-sélectine, qui sont des activateurs plaquettaires qui promeuvent l'agrégation plaquettaire, ainsi qu'une activation du facteur 7. Donc vous avez un état procoagulant, proagrégant, en plus que l'activation sympathique et moins d'oxygène. Donc je passe sur les effets cardiologiques purs. On ne va pas les traiter aujourd'hui, mais c'est décrit une augmentation de l'infarctus, notamment un risque d'infarctus, dans l'heure qui suit la consommation. Donc c'est vraiment aigu. C'est lié à probablement à cette vasodilatation, à tous ces problèmes qu'on a vus, voire un vasospasme coronaire, point d'interrogation, qui n'a pas été bien décrit. Pour les artères périphériques, qu'est-ce qui se passe? Donc on a, en fonction du calibre de vaisseau, vous avez un effet qui est différent, comme souvent, vous le savez en médecine. Donc, sur l'aorte et la mésentérique supérieure, on a une vasodilatation, et ce qui est aussi responsable d'une chute de tension, une hypotension orthostatique majeure. Et 2, sur les vaisseaux de résistance, mais isolés, c'est-à-dire chez le rat, on ne sait pas chez l'homme exactement ce qui se passe, on a une vasoconstriction. Donc, cette vasoconstriction périphérique chronique pourrait être responsable dans la consommation prolongée, donc une consommation chronique, on ne parle pas du moment de la consommation, mais là on parle à distance de la consommation, probablement d'un épaississement artériel, de sténose, voire de thrombose artérielle. Ça n'a pas été prouvé, c'est sur des modèles. C'est très difficile de faire l'ischémie des jambes, comme vous le savez, des pattes chez les animaux. C'est très compliqué parce que les animaux supportent très bien l'ischémie. Et si vous faites une ischémie très importante comme l'homme est capable d'avoir, le rat, il se grignote la patte et il s'ampute tout seul en fait. Donc on n'a pas de modèle d'ischémie valable pour les artériopathies distales. Donc les syndromes coronaires, je passe. Une chose importante qui a été décrite, c'était les ischémies, là aussi cérébrales, les effets ischémiques cérébraux. Je crois que Jean-Pierre va parler après de l'héroïne qui fait complètement autre chose. Donc plutôt effet ischémique lié à un vasospasme qui est relativement prolongé mais qui est réversible. Et ça a été mis dans l'heure qui suit. En fait, on voit qu'on a l'AVC dans l'heure qui suit la consommation. Et on n'a pas de risque sur la longue durée, mais c'est vraiment lié, comme un peu dans l'infarctus, au moment de la consommation, très rapidement. Souvent, c'est la circulation postérieure qui est atteinte.
C'est un phénomène rare, mais qui est quand même plus fréquent que l'infarctus du myocarde, en fait. Les manifestations périphériques, que vous, probablement, dans cette salle, connaissez bien. Alors, de quoi il s'agit? Si on parle d'artères extracardiaques et de petits calibres, notamment les membres inférieurs, il y a des nombreux cas qui ont été décrits avec des artériopathies juvéniles, donc au moins de 50, moins de 45 ans, dans lequel c'est difficile de dire qui fait quoi, parce qu'ils consomment à la fois le tabac et à la fois le cannabis. Donc vous avez les deux toxiques ensemble. C'est probablement un effet direct synergique, mais là, quand je dis ça, je le dis parce que c'est une hypothèse, mais il n'y a rien qui prouve ça. Ça a été très très mal étudié, l'artériopathie distale liée au cannabis. C'est une artériopathie qui est très similaire à la maladie de Burger, et c'est pour ça que dans le topo, il y avait aussi d'ailleurs maladie Burger. Et ont été décrits quelques cas de dissection rénale. Il n'y a pas d'études spécifiques sur ça, parce que c'est une substance illicite et donc on ne peut pas faire des études. Moi, je pense que ça serait bien de se mettre à regarder ça. J'avais même une idée de protocole. On pourrait, si ça devient légalisé à un moment donné, sous forme thérapeutique ou pas, regarder l'effet, peut-être sur des volontaires sains ou autres, regarder l'effet à court terme, bien sûr long terme. Alors, juste, il m'avait été demandé de faire un point sur la maladie de Burger. Maladie Burger ou de Burger, parce que c'est un allemand, âge jeune, moins de 45, moins de 50 ans, artériopathie distale, chez des patients qui ne sont pas diabétiques, étroitement liés au tabac, même avec une consommation faible de tabac. Les images à l'artériographie sont évocatrices, mais ne sont pas pathognomoniques. Il y a des images un peu particulières, une artériopathie distale vraiment importante. En biologie, tout est négatif. Il n'y a pas de marqueur, il n'y a pas d'anticorps, il n'y a rien qu'on puisse faire. Et ils font des thromboses veineuses superficielles migrantes qui paraissent comme des nodules et qui sont relativement classiques. Ça, c'est l'artério, vous voyez, très pauvre. Là, à gauche, la jambe, et on a ce qu'on appelle les artères hélicines, donc des artères qui tournent comme ça, qui témoignent d'une néonogénèse, d'une souffrance. Le pronostic, 46% d'amputation à 20 ans. Et le traitement, essentiellement, c'est le traitement de l'ischémie critique, avec notamment l'iloprost, vous savez, l'ilomédine, en perfusion, qui a été démontré comme efficace dans la réduction des amputations dans une étude dans les années 90, avec quelques problèmes méthodologiques. Voilà, donc il y a peu d'études spécifiques sur l'artériopathie au cannabis. Elle est associée à une artériopathie distale qui est très très similaire à la maladie Burger et qui est en train d'augmenter, pas à cause d'une augmentation de la consommation, mais à cause d'une augmentation de la concentration des tétrahydrocannabinol. Le sévrage tabagique dans les deux situations est indispensable. Il n'y a pas de rôle reconnu dans ces situations-là pour l'aspirine, même si on peut en discuter, car elle est souvent utilisée. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Alors, merci Alessandra. Professeur Mizmetti souhaitait qu'on regroupe les deux discussions, médecine et chirurgie. Parfait.